Bonjour à tous. Merci de nous accueillir à ce colloque sur l'agriculture urbaine. C'est notre première fois à Soumaïla et à moi de venir à Madagascar, donc c'est dans des bonnes circonstances. Et merci à Christine aussi de nous avoir invités. Donc on va partir de l'autre côté de l'Afrique, à Bobo-Dioulasso, beaucoup plus rapidement qu'il en a fallu à Soumaïla en 3 avions et beaucoup d'heures d'escale pour venir jusqu'ici. Et donc on va vous parler un peu des formes d'intégration de l'agriculture dans la ville, à la fois à travers des pratiques des gens et à la fois à travers aussi de l'action publique. Donc je vais commencer un peu en parlant un peu du contexte, après je laisserai Soumaïla parler un peu plus des actions de la municipalité. Je reviendrai un peu sur des formes plus informelles d'action publique et ensuite on conclura sur cet exemple. Alors Bobo-Dioulasso, donc on peut dire un peu comme ici que c'est une ville agricole, donc c'est une ville de 800 000 habitants, qui est donc la deuxième ville du Burkina Faso, située dans le sud-ouest du pays, dans une zone avec un climat favorable à l'agriculture, un réseau hydrologique dense, donc favorable au développement d'activités agricoles au niveau régional et aussi dans la ville. Elle est au cœur du principal bassin de production maraîchère du pays. Elle abrite un marché de gros de fruits et légumes qui draine l'ensemble des produits de la région et aussi le principal marché de bétail sur pied du pays. Et enfin, de par sa localisation dans le principal bassin cotonnier de l'Afrique de l'Ouest, elle héberge aussi des agro-industries qui traitent le coton, mais aussi des brasseries, différentes agro-industries artisanales et industrielles. On a aussi beaucoup d'exportations de la ville vers d'autres régions de produits agricoles, notamment tout ce qui est autour du coton, mais aussi au niveau plutôt de production vivrière. Alors c'est aussi une ville qui abrite une importante diversité de formes d'agriculture urbaine, je vais détailler ça un peu plus ensuite, donc qui occupe des espaces différents au sein de la ville, des espaces ouverts, des espaces dans les cours. On a à la fois de l'élevage, du maraîchage, des cultures pluviales, et c'est pratiqué, comme ici, par une diversité d'agriculteurs de différentes catégories socio-professionnelles, et c'est souvent aussi dans des cadres de pluriactivité des ménages. Et ce n'est pas forcément seulement une stratégie des plus pauvres, mais c'est aussi utilisé par d'autres types de profils aussi. On a aussi des fonctionnaires, des cadres qui développent cette agriculture aussi en préparant la retraite ou en complément de revenus. Donc c'est une activité développée par de très nombreuses personnes. Alors, quelle relation entre la ville et l'agriculture urbaine et même au sein des différentes activités qui sont produites, qui sont pratiquées en ville. Alors, on va faire un petit résumé rapide à travers les habitudes alimentaires locales et en entrant par un point peut-être un peu inattendu qui est, alors vous voyez ici une carte qui date de 2012, Bobo-Dioulasso s'étend très vite comme toutes les villes africaines, qui représente le bâti à Bobo-Dioulasso. Donc cette entrée, ça va être par le fait que les habitants de Bobo-Dioulasso, beaucoup d'habitants de Bobo-Dioulasso aiment la bière. Ils consomment beaucoup de bière, à la fois la fameuse Brakina, la bière du Burkina, mais aussi le traditionnel Dolo, qui est consommé dans ce qu'on appelle les cabarets. Et pour produire cette bière, il faut des céréales, beaucoup de céréales, comme du sorgho, du mil, et la fabrication de bière produit un déchet très volumineux qui est la drèche. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette drèche ? Figurez-vous que la vie est bien faite, car les bobolets qui mangent du porc sont aussi friands de ce qu'on appelle le porc au four, qui est consommé dans des nombreuses rôtisseries qui sont présentes un peu partout en ville. Et donc, en fait, on a plus de 500 élevages de porcs qui sont localisés un petit peu partout dans la ville, et les éleveurs utilisent la drèche comme aliment de base des porcs. Et ils combinent ça avec du son de maïs qui est aussi collecté dans les différents moulins artisanaux de la ville. Alors, Bobo-Dioulasso, comme je disais, est aussi localisé au sein du principal bassin cotonnier de la région. Et donc, elle héberge des agro-industries qui transforment les fibres de coton et qui aussi produisent de l'huile de coton qui est utilisée dans les plats traditionnels. Alors, ces agro-industries produisent elles aussi
Elles sont localisées vers le sud de la ville. Elles produisent elles aussi des déchets assez importants qui sont les résidus de fibres coton et aussi les graines triturées. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Là encore, il y a la solution, c'est l'élevage bovin. Et on a des élevages de bovins qui sont localisés à la fois dans les quartiers nord de la ville, plutôt musulmans, et dans la frange urbaine au sud. Donc c'est des élevages d'embouches quand ils sont dans la ville et plutôt des élevages semi-extensifs conduits par des peuls en frange urbaine. Et donc les résidus, les résidus de fibres de coton et le tourteau de coton sont utilisés comme complément de l'alimentation des bœufs. Donc tout va bien, nous avons donc tout ce qu'il faut pour recycler ces déchets un peu gênants. Mais est-ce que la boucle est bouclée? Et non, parce que les élevages, ça crée aussi des déjections, beaucoup de déjections, et qui, dans le cas des porcs, peuvent sentir extrêmement mauvais. Donc, il faut trouver un moyen de se débarrasser de ces déjections. Et là encore, il nous manque les légumes pour les plats traditionnels, et nous avons le maraîchage. Et à Bobo-Dioulasso, on a des zones maraîchères qui sont à la fois localisées en ville et dans la frange très proche. Et on a plus de 150 hectares de maraîchage qui est pratiqué par près de 1200 maraîchers et du coup qui fait vivre tout un tas de familles de manière directe de la production maraîchère, mais aussi de manière indirecte quand on parle de tous les collecteurs, les revendeuses, etc. Et donc, pour le maraîchage, après l'irrigation, la fertilisation organique, c'est une des pratiques clés. Et c'est une des actions, des phases clés de la production. Et donc, si on prend l'exemple du site maraîcher de Kouinima, qui est un site assez emblématique dans la ville, les maraîchers de Kouinima utilisent pour fertiliser leurs parcelles maraîchères à la fois des déjections bovines, donc qui sont collectées au marché à bétail localisé plutôt au nord et auprès d'éleveurs semi-extensifs dans la zone sud. Ils utilisent aussi des déjections porcines localisées dans la partie sud et notamment dans les zones d'habitat spontané. Et ils utilisent aussi des déchets urbains qui sont amenés par des collecteurs de déchets qui font un détour par le site maraîcher pour déposer les déchets urbains au site maraîcher, auprès des maraîchers, avant d'amener ce qui n'est pas utilisé à la décharge municipale. Donc on a donc un lien très fort entre la production maraîchère et ces autres activités pour ce fonctionnement. Alors si on récapitule à l'envers, nous avons donc le maraîchage qui est une production assez visible, positivement perçue par la ville et aussi par les habitants. Ce maraîchage est très fortement lié à la production animale urbaine. Je n'ai pas mis de photo de poules, mais il y a aussi bien sûr de l'aviculture. Et aussi, il est aussi lié à la gestion des déchets ménagers urbains. Ces élevages sont eux-mêmes liés aux agro-industries localisées en ville, qui sont elles-mêmes liées à la production agricole rurale auprès de laquelle elles s'approvisionnent. Et tous les déchets et fumures dont je viens de parler sont aussi réexportés en partie dans les zones rurales pour fertiliser aussi des plantations bananières, papayères, mais aussi maraîchères rurales. Donc voici ici une carte assez résumé des espaces de l'agriculture urbaine à Bobo-Dioulasso, donc avec les triangles roses, c'est les zones d'élevage en ville, donc élevage porcin, bovin, avicole. Et on a aussi la ville qui est entourée par des forêts protégées où se développe aussi l'agriculture, on y reviendra plus tard. Et donc la localisation de marchés urbains qui ont leur importance donc, dans toutes ces dynamiques. Donc je vais laisser la parole à Soumaïla pour nous parler un peu plus de la vision de la municipalité. Bonjour. Je peux dire merci à toute l'équipe qui m'a permis d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis de la commune de Bobo-Dioulasso et comme Ophélie l'a dit, au niveau de la commune de Bobo-Dioulasso, nos premières actions avant l'agriculture urbaine, c'était lié à la foresterie urbaine, donc qui avait pour objectif de protéger les plantations urbaines et périphériques. Les plantations, Bobo-Dioulasso a sa vocation économique liée surtout au chemin de fer. Donc, après Ouagadougou, c'était Bobo-Dioulasso. Après Bobo-Dioulasso, c'était Abidjan pour lier la capitale Ouagadougou à pratiquement la mer par Abidjan. Alors, les premières forêts classées avaient pour but de ravitailler en bois de feu. Donc, les locomotives marchaient au bois. Donc, d'où les forêts étaient là et il y avait donc la plantation urbaine qui accompagnait. Alors, en 1998, donc, en intégrant la problématique des déchets, donc l'idée était venue de développer l'agroforesterie urbaine en intégrant l'agriculture à la ville.
Alors, ça a été la Croix de la Bannière. De 1998, ce n'est qu'en 2001, réellement, que la perception de l'agriculture urbaine a été au niveau des politiques. Cela à travers un projet de la FAO sur la qualité et l'alimentation de rue, donc qui a permis de montrer la relation entre ce que nous mangeons et l'origine des produits. Il n'y a pas encore la traçabilité chez nous. Donc, c'était l'entrée en matière, donc il nécessitait qu'il y ait de l'attention sur l'agriculture urbaine. Alors, ainsi, donc, les premiers projets en agriculture urbaine nous ont été facilités par le RIAF et l'IAGU à partir de 2005, donc à travers le système de planification, du processus de planification participatif pour la formulation de politiques en agriculture urbaine. Donc, partir du contexte de la réalité, amener les autorités et les acteurs à se retrouver autour d'une même table et discuter de la planification donc, de l'agriculture urbaine. Alors, ceci étant, à travers donc, une étude exploratoire pour définir les différentes formes d'agriculture, pour retrouver les acteurs et aussi identifier les sites propices à l'agriculture urbaine. Donc, nous en sommes venus à définir ensemble un plan et mettre ce que nous avons appelé la plateforme multi-acteurs sur l'agriculture urbaine. Et ce qui a permis à la commune de Bobo d'intégrer d'abord l'agriculture urbaine dans son plan de développement communal et de voir comment l'instituer, l'instrumentaliser à travers les instruments d'aménagement du territoire que sont le schéma directeur d'aménagement urbain et le plan d'occupation des sols qui est en voie d'être donc validé. Alors les enjeux au niveau environnemental, c'est d'abord Bobo, je peux dire, à l'image de Madagascar, c'est des cours d'eau, c'est des pentes. Nous avons une dénivellation pratiquement de 300 mètres d'altitude, de 400 mètres d'altitude à 300, donc un dénivelé de 80 à 100 mètres, donc qui fait que le ruissellement à Bobo est trop fort. Donc il faut trouver et maîtriser donc, les superficies en réalité d'infiltration. Il faut maintenir aussi le climat. Bobo est parmi les zones les plus arrosées du Burkina Faso. Nous sommes passés, il y a moins de 5 ans, de 1200 mm, je peux dire, par an à 900. Donc ça veut dire que les pluies commencent à descendre avec l'urbanisation. Et nous avons 90% de la population de Bobo qui vivent en ville. En réalité, les villages sont devenus pratiquement la zone périurbaine. Le village le plus proche, c'est 7 km, et le plus éloigné, c'est 20. Donc les villageois peuvent facilement venir en ville et repartir. Et quand on trouve de l'emploi, même temporaire, on préfère rester en ville. Mais qui n'est pas agriculteur? Nous sommes tous des descendants d'agriculteurs. Quand les revenus s'amenuisent, c'est à travers l'agriculture, comme Ophélie l'a montré tout de suite, que nous faisons des ressources. Soit on élève, soit on fait du jardinage, soit on cherche à transformer, soit on fait la commercialisation. Et le nom Bobo Dioulasso provient en réalité de ça. Bobo, c'est la localité des Bobos, qui est l'ethnie autochtone. Dioulasso, ça veut dire le commerce. Ce sont les commerçants qui ont fait de Bobo ce que Bobo est. Alors l'agriculture, donc, est la thématique, donc, nourrir les villes, c'est la question aussi de l'eau. Bobo Dioulasso fait partie de la zone qui abrite 70% des réserves en eau souterraine. Et vous avez les forages, les meilleurs forages partent de 60 à 100 mètres, et vous avez aussi la question d'accès à l'eau en tant que telle. Donc les premiers puits, ont en réalité une profondeur moyenne de 20 mètres. Donc ce qui rend difficile en réalité donc, l'accès à l'eau pour la culture. Mais nous avons les terres en réalité fertiles et favorables. Alors, comment Bobo Dioulasso
donc, est rentré dans la thématique. Nous avons posé le problème de sécurisation des producteurs et de la production. Donc, en initiant, depuis 2001, des projets Trame verte. Les trames vertes, ce sont des bandes successives d'espaces verts, en fait, qui sont inclus dans le lotissement. Et comme le lotissement se fait à partir des terres agricoles, donc c'est de maintenir ces terres productives et de les rendre fonctionnelles productives. Donc, de ce fait, nous sommes passés de 48 hectares en 2006 à aujourd'hui pratiquement 70 hectares de trames vertes. Et comment nous voulons l'intégrer dans le schéma d'urbanisme? Quand le lotissement se fait, généralement, pour 1 hectare de champ qu'on vous retire, en réalité, vous avez 2 parcelles à usage d'habitation. Alors, nous sommes en train, à travers les projets que nous avons faits, donc sur l'agriculture urbaine, le jardinage, vous voyez la trame verte ici, nous avons octroyé des terrains de 225 mètres carrés par producteur que nous sommes en train de tester, afin que, au lieu de dédommager avec 2 parcelles à usage d'habitation, donc on vous dédommage avec une parcelle à usage d'habitation et vous avez une parcelle productive, mais assortie d'un cahier d'exploitation. Sur cette parcelle, il n'y aura pas de construction donc pour l'habitat, il n'y aura pas autre que la production et ce qui est lié à la maintenance donc, de la verdure. Et c'est pourquoi donc l'introduction en réalité du volet foresterie à l'agriculture pour faire l'agroforesterie urbaine. Les défis donc, qui se posent aujourd'hui, c'est surtout au niveau des hauts standing, et je peux dire quelques moyens standing. La cohabitation. Ce sont des sites qui sont trop fréquentés par n'importe qui. Et comme on ne sait pas qui est qui, donc au niveau des hauts standing, généralement c'est des gens qui sont des fonctionnaires, donc les cours sont vides pendant la journée, et avec la fréquentation, il peut y avoir de mauvaises intentions. Donc c'est leur crainte. Donc il y a une dynamique en réalité qui est au niveau de ça. Il y a les contraintes physiques, donc comme on a dit, la manipulation des déchets, la manipulation des outils, le problème de santé au niveau des producteurs, je pense que ça a été dit. Et comment passer donc? Tout ce que nous avons fait jusque-là, c'est des pilotes. C'est des projets pilotes. Comment passer donc de ces pilotes maintenant à des actions réelles? Donc, nous, dans nos pilotes, nous avons conduit les acteurs à s'organiser en coopérative. Ça veut dire qu'il y a un début d'idée d'entrepreneuriat. Alors que c'est très difficile d'amener les gens à être des entrepreneurs tant que leur intérêt n'est pas défendu. Alors, il faut qu'ils aient leur statut collectif, il faut qu'ils puissent négocier eux-mêmes avec les politiques, qu'ils puissent eux-mêmes négocier et gérer leur activité. Il y a aussi la question donc, de renforcement du corridor paysager. Les trames vertes relient la ville au milieu rural et sont, je peux dire, complétées par les plantations urbaines et les espaces verts. Donc ce corridor doit être maintenu pour la maintenance de la biodiversité. La question de l'eau doit pouvoir être gérée. Donc comment passer à une gestion rationnelle de l'eau? Les terres au niveau de Bobo ont une infiltration. Nous avons 3 catégories. Une première catégorie qui fait 5 à 15 litres d'eau par mètre carré par jour. Une deuxième catégorie de 15 à 30 et une troisième de plus de 30. Donc comment intégrer ça? Parce que jusqu'à présent, nous, nos cultures, c'est sur sol. Donc nous n'avons pas encore intégré la dynamique donc culture hors sol. Et maintenant, les mécanismes d'accompagnement. Jusqu'à présent, nous sommes des fonctionnaires. Nous avons des limites. Il n'y a pas d'ONG, la seule ONG qui était plutôt, qui était l'IAGU, a fermé ses portes. Donc pour partir, donc il n'y a pas d'intermédiateur entre les agents agricoles en tant que tels urbains et l'administration. Donc il faut que ce système soit complété et qu'il y ait réellement une intermédiation. Alors, donc, pour le long terme,
Je pense que nous avons déjà le schéma directeur d'aménagement, nous avons le plan d'occupation qui travaille sur la réglementation. Alors donc, c'est d'imaginer donc comment pouvoir introduire l'instrument qui est maintenant le schéma directeur sectoriel donc sur l'agriculture urbaine et périurbaine. Merci Soumaïla. Juste une petite précision sur la délimitation des trames vertes dans le plan d'aménagement. Elles ont été délimitées pour celles où il y a les projets pilotes dans le premier SDO qui était dans les années 90 et elles n'ont pas du tout été délimitées sur des zones favorables écologiquement à l'agriculture. On n'a pas de cours d'eau qui passent à côté, donc c'est des zones assez compliquées au niveau de l'irrigation. Et à côté de ça, les sites maraîchers, on va dire spontanés, sont eux proches des cours d'eau et du coup bénéficient de nappes plus superficielles pour pouvoir avoir des puits. Donc ça, c'est un défi, c'est-à-dire que ça a été créé comme des zones vertes, mais en fait, ça ne s'appuie pas sur un élément écologique de base. Donc Soumaïla a présenté un peu les actions de la mairie en termes de projets. Moi, je voulais revenir sur ce qui se passe aussi plus de manière informelle. Parce que l'agriculture à Bobo existe, elle se maintient. Au-delà de cette agriculture de projet, on a de nombreux agriculteurs qui vivent de l'agriculture en ville sans appui, on va dire, officiel. Et je voulais donner quelques différents exemples qui montrent qu'au-delà de l'action publique formelle, on a une indispensable aussi action informelle qui permet à tout ceci de se maintenir. Pour revenir au cas de le site maraîcher de Kouinima dont je parlais tout à l'heure sur le sud de la carte, donc c'est un site de 70 hectares où il y a 750 maraîchers qui cultivent dessus. Et par sa localisation vers le centre-ville, il a presque maintenant un aspect un peu patrimonial où la municipalité trouve des intérêts dans son maintien, à la fois en termes d'emploi, d'approvisionnement. C'est aussi un espace vert important dans la ville, mais il a sa particularité, c'est qu'il est localisé au sein du territoire militaire. Alors en fait, c'est une histoire où le camp militaire en fait, a été créé au temps de la colonisation. Les terres ont été retirées au village de Kouinima, donc qui maintenant est englobé par la ville. Et quand les agriculteurs ont perdu beaucoup de terres lors de l'urbanisation, ils ont commencé à recoloniser les terres du camp militaire en disant « mais nous, on n'a pas d'emploi en ville, il faut qu'on vive de l'agriculture ». Donc, ils ont commencé à créer ce site maraîcher qui aujourd'hui fait 70 hectares. Alors, il y a des négociations continues entre les leaders de Kouinima, les colonels qui changent au gré des années, et aussi la municipalité pour assurer le maintien de ce site et où il n'y a pas du tout de formalisation sur comment devrait être préservé le site, mais en tout cas la mairie entre en jeu dans ces négociations pour dire mais ce site-là, il faut le préserver. Il y a même aussi des considérations sur est-ce que c'est pas plutôt le camp militaire qu'il faudrait bouger parce que maintenant il est juste à côté du centre-ville. Un autre élément, il y a une loi à Bobo-Dioulasso qui a été votée en 1964, qui est encore d'actualité aujourd'hui, qui interdit l'élevage de porc en ville. Ça a été un peu modifié avec le code de l'hygiène qui dit que l'élevage est interdit en ville, à part dans des zones prévues à cet effet. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, zone prévue à cet effet ? Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'élevage en ville, notamment de l'élevage de porc. Et c'est une activité qui peut déranger le voisinage par le bruit, l'odeur, etc. Mais on a une tolérance à l'élevage de porc en ville et le directeur des services d'hygiène me disait « oui, des fois il y a des plaintes, mais on ne peut pas interdire aux gens d'avoir une activité qui fait vivre la famille ». Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils interviennent dans les négociations avec les voisins pour essayer de trouver des arrangements pour améliorer la production, pour qu'elle soit qu'elle produise moins de nuisances pour le voisinage, pour mieux gérer le lisier, faire des murs pour qu'il y ait moins de bruit, etc. Donc ça aussi, c'est une action de la municipalité informelle qui quand même permet d'assurer le maintien de ces élevages. Et le maraîchage participe à ce recyclage. On a donc des circuits informels qui existent et la municipalité aussi voit ce qui se passe, mais elle le tolère parce qu'il n'y a pas forcément d'autres solutions et ça permet quand même d'avoir un certain recyclage de ces déchets. Et enfin, on parlait des forêts protégées qui sont du coup autour de Bobo-Dioulasso. Ces forêts, pareil, elles ont été prises au temps des colons, au territoire villageois. Et en fait, les agriculteurs ont recolonisé ces forêts pour développer des cultures pluviales. Et en fait, et on a aussi des éleveurs qui vont faire transhumer leurs animaux dans ces zones. Et en fait, cette utilisation illégale, a priori, c'est formalisé maintenant à travers des contrats d'agroforesterie qui ont été négociés
donc avec les familles d'agriculteurs, où chaque famille a le droit de cultiver 1 hectare en culture pluviale, à condition de préserver les arbres, etc. Et aussi, il y a des contrats pour permettre aux éleveurs, en saison des pluies, d'aller pâturer dans ces zones-là. Donc on voit qu'aussi, il y a une action publique qui n'est pas forcément formalisée, mais qui joue un rôle important aussi dans le maintien d'un certain nombre d'activités. Du coup, pour arriver plutôt vers la conclusion, donc on a vu à travers Soumaïla qu'il y a une action publique formelle qui existe, qui notamment a été impulsée par des organisations internationales, des projets, et qui permet plutôt de développer de l'agriculture sur des nouveaux espaces, mais elle n'appuie pas forcément les formes existantes. Et c'est quelque chose sur lequel je voudrais quand même insister, c'est par exemple, si on reprend le cas de Kouilima, on a vu que son fonctionnement au niveau de l'approvisionnement en fumure organique est très lié à ses interactions avec d'autres espaces et d'autres activités au sein de la ville. Actuellement, l'urbanisation de Bobo-Dioulasso prévoit d'urbaniser toute cette zone-là, donc ça veut dire que la décharge en fait va être déplacée, que la zone d'habitat spontané va être détruite, et donc le nombre d'élevages dans cette zone va fortement diminuer, voire disparaître. Et aussi, on a les élevages du sud de la ville qui vont devoir se déplacer. Donc ça pose la question de qu'est-ce qui va se passer pour ce site maraîcher si son approvisionnement en fumure organique est contraint. Parce qu'on a, en plus de la ressource existante, il y a aussi tout ce qui est logistique de transporter la fumure jusqu'au site maraîcher. Et on sait qu'en ville, c'est toujours très compliqué pour un conducteur de charrette de transiter au sein des quartiers bâtis. Donc ça pose la question on s'intéresse à un espace, la mairie a un intérêt à préserver cet espace maraîcher, mais il faut aussi penser à toutes ces relations avec les autres espaces autour, comment est-ce qu'ils fonctionnent actuellement, parce que préserver un espace va au-delà de préserver sensu stricto cet espace-là. Et donc on a vu qu'on a une action publique qui est réelle à Bobo-Dioulasso, mais qui ne s'observe pas uniquement de la façon dont on s'y attend, pas uniquement via des actions formelles. On a donc des arrangements qui existent, qui permettent à l'agriculture d'exister, mais comme dans beaucoup d'endroits, ces arrangements dépendent aussi beaucoup d'individus. C'est-à-dire que si le directeur des services d'hygiène change, si Soumaïla s'en va, on ne sait pas ce qui deviendra forcément. Est-ce qu'il adviendra forcément de l'agriculture urbaine? Et la même problématique se pose un peu partout, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur certaines personnes qui ont des intérêts, en tout cas qui ont un intérêt à maintenir l'agriculture, qui voient l'intérêt de cette activité. Et donc on a parfois une fragilité des accords et des projets qui est liée à cette temporalité des personnes au sein des municipalités. Donc la question qui se pose réellement, c'est comment pérenniser cela et aller vers une intégration durable de l'agriculture sous toutes ses formes, parce qu'on parle beaucoup de maraîchage, mais on a l'élevage qui joue un rôle très important en ville. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. Ma question se pose sur la sécurité des consommateurs. Vous parlez tout à l'heure de l'intégration de l'utilisation des déjections des porcs dans les fertilisations. Et ma question se pose sur la sécurité des consommateurs, c'est que il y a une forte chance que dans les déjections existent du téniasolium responsable de la cysticercose, c'est bien cela. Et quelles mesures vous prenez alors pour cela? Sylvain Desfontaines, ONG AgriSud. Moi, j'avais une question sur la délimitation de ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Je pense que la question se pose aussi beaucoup à Tana. Jusqu'où on va quand on parle d'agriculture urbaine et notamment, comment est-ce qu'on peut faire coïncider les limites de cette agriculture urbaine avec les limites des documents de planification territoriale? Ça pose justement toute la question des projections du développement des villes. Comment est-ce qu'on peut prévoir l'extension géographique des villes et du coup prévoir aussi un petit peu les déséquilibres que ça peut générer sur les zones périurbaines. Pour parler des deux présentations, on a l'impression dans l'exposé de Bobo, et ça a été extrêmement bien montré, qu'il y a des formes de complémentarité, de solidarité entre les filières agricoles qui sont en milieu urbain. Dans le cas de Tananarive, on n'a pas l'impression que ces filières soient très connectées les unes aux autres, qu'elles échangent beaucoup. Est-ce que je me trompe en disant ça, ou est-ce que c'est où on est aussi à Tananarive dans le cas de filières qui utilisent les intrants des unes pour les extrants des autres, etc.
Donc c'est adressé aux deux. Merci pour votre exposé. Je vais aborder dans le même sens du dernier intervenant. En fait, ce que j'ai le plus intéressant que j'ai vu dans votre exposé et que les participants aujourd'hui doivent prendre en compte, c'est surtout le fait que l'agriculture urbaine, si on veut la planifier, il ne faut pas la mettre de manière sectorielle. Et si on ne prend pas la mesure en compte de la connectivité, que ce soit à Dakar ou à Ouagadougou, dans ces villes-là que je connais, et cette connectivité-là, si on veut seulement planifier selon une seule activité et préparer un espace pour une zone de production maraîchère et oublier qu'en dehors de cette activité maraîchère, il y a les connexions qui permettent à ce système-là, de manière globale, de mieux se développer, on rate un peu le cloche. D'où l'intérêt pour les hommes politiques et pour les techniciens de réfléchir dans la planification à une planification participative de l'espace, car les populations, je pense qu'elles sont les meilleurs connaisseurs de leur territoire. Et je vous remercie pour ce que vous avez pu montrer dans votre conclusion. Du coup, pour répondre à la première question sur les contaminations possibles, en effet, c'est une question qui se pose. Il y a eu des techniciens agricoles qui ont notamment été appuyés à un moment par des projets de la FAO qui incitaient les maraîchers à faire des fausses fumières pour laisser les déjections reposer un certain temps pour justement que les parasites s'éliminent. Et aussi tout ce qui était pour augmenter l'efficacité des compostières, du compost, pardon. Alors le souci qui se pose, c'est que les maraîchers souvent sont sur un calendrier de financement où en fait ils attendent la récolte précédente pour pouvoir financer la fertilisation de la production suivante. Donc en fait ils ont du mal à acquérir au moment où il faut, on va dire un mois avant d'utiliser le compost, ils ont du mal à acquérir les déjections à ce moment-là pour ensuite avoir au moins un mois de délai pour laisser les déjections reposer dans cette fosse fumière. Donc en fait moi ce que j'avais vu sur les sites maraîchers, c'est que ces fosses fumières étaient très peu utilisées, ou plutôt pour stocker les feuilles qui tombaient des arbres auprès des parcelles, parce que le calendrier, on va dire le calendrier économique des agriculteurs permettait pas forcément ceci. Mais il y a des réflexions là-dessus. Ensuite, je laisserai aussi Soumeila compléter. Pour ce qui est de la limite de l'agriculture urbaine, il y a des articles entiers là-dessus. En tout cas, dans mon travail de thèse, donc, qui était à Bobo, moi, j'étais partie du principe que l'agriculture était urbaine dès l'instant où elle rentrait en compétition pour des ressources avec la ville, et donc ça allait aussi sur les ressources foncières. Et donc, moi, j'étais partie du principe que dès l'instant où le plan d'aménagement prévoit d'urbaniser une certaine zone, l'agriculture est déjà urbaine parce qu'on est déjà dans une situation où les agriculteurs commencent à avoir des stratégies sur comment est-ce que je vais faire. Je revends une partie de ma parcelle pour être sûr de gagner au cas où je me fais expulser quand même un peu d'argent. Enfin, du coup, on rentre déjà dans des stratégies particulière dès l'instant où le plan d'aménagement dit là ça va être urbanisé, même si c'est dans 10 ans. Et donc et ça se justifiait aussi parce qu'on se rend compte, en tout cas dans le cas de Bobo, c'est pas forcément le cas partout, mais qu'au-delà de cette zone-là, on a des dynamiques qui sont plus de l'ordre de rural. Alors que dans toute cette zone à urbaniser, on a ces zones d'habitat spontané qui se développent. Alors, je ne vais pas rentrer dans les mécanismes fonciers très compliqués qu'il y a sur la manière dont ça se construit, la manière dont les gens se font expulser, les compensations, etc. Mais ça me semble pertinent, en tout cas, de l'englober. Alors, ça veut dire qu'elle est cette limite de l'agriculture urbaine, elle est pas fixe, elle est quand même assez floue et elle est constamment à repenser. Donc, et c'est ça la difficulté, c'est à quel moment on se dit, bon, cette agriculture-là, si on veut par extension, toute agriculture est urbaine parce qu'elles sont toutes liées à des villes, mais en termes on va dire, de contraintes liées à l'accès aux ressources, ça me semble être une piste intéressante, surtout quand on parle avec des aménageurs urbains, où là, ça leur parle vraiment de dire, bon, bah, cette agriculture-là, elle est urbaine. Et après, pour la fin... pour ce qui est du côté sectoriel, en effet, il faut vraiment le dépasser. Et au-delà du côté sectoriel, il faut dépasser aussi l'aspect échelle, parce que ce qu'on a vu avec Bobo, c'est qu'il faut prendre aussi en considération le lien avec le rural. Et c'est-à-dire qu'on est vraiment sur ce que le RUAF nomme le City Region Food System,
On parle de ville-région au niveau des systèmes alimentaires, où on s'intéresse à la ville, mais on s'intéresse aussi aux interactions. Et c'est vraiment, il faut vraiment penser ça comme un système territorial, un système alimentaire au niveau du territoire. Et c'est très complexe d'arriver à planifier en réfléchissant comme ça, mais c'est extrêmement stimulant. Et j'ai envie de dire, c'est un peu ça la clé aussi de la réussite, en gros, du maintien de cette agriculture et de sa contribution à l'alimentation des villes. Donc, comment traiter, je peux dire, la production, donc rien qu'avec du produit vert, donc pour minimiser l'utilisation en réalité d'intrants chimiques et autres. Et donc, ça, c'est des actions que nous avons capitalisées dans ce que nous avons fait dans le pilote. Et nous étions accompagnés aussi par le service d'hygiène qui avait bénéficié en réalité du projet alimentation de rue de la FAO. Et la seule question à laquelle nous n'avons pas pu répondre, c'est comment éliminer les œufs d'helminth. Je pense que ce n'est qu'à ce niveau. C'est un risque qui peut s'afficher, mais ce n'est pas dit que c'est un risque permanent. Donc ça veut dire qu'en réalité, à ce niveau, donc c'est des technologies qu'il faut pour accompagner les agriculteurs à produire vert. Et sur nos sites aussi, la production se fait à partir du puits. Il n'y a pas d'eau réutilisée. Mais comme on le sait partout, quand même, il y a des brebis galeuses. Des fois, nous surprenons des femmes qui amènent donc des déjections de porc fraîches et puis mettre sous les pieds. Et ça se voit directement. Et enfin, pour ce qui concerne la planification, je suis d'accord avec vous. Nous, dans notre plan d'action, nous sommes partis jusqu'à la transformation et la commercialisation. En réalité, tous ces acteurs donc, participent. Et je peux dire que la transformation est même aujourd'hui donc, le volet qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Ce qu'elle vous a montré sur les exportations, c'est en grande partie à partir de la transformation. Donc, comment intégrer? Il faut effectivement qu'il y ait une chaîne de valeur, donc en réalité, pour que tout le monde puisse s'en sortir, et qu'il y ait une complémentarité en réalité. Et c'est ça qui crée encore plus de ressources et d'emplois. Donc, à ce niveau, effectivement, il n'y a qu'en allant en plateforme. Et la plateforme, c'est pour casser en réalité cette structuration de hiérarchie. Donc, dès qu'on identifie quelqu'un qui peut intégrer, c'est comme vous avez dit à Madagascar, tant que les acteurs pensent qu'il y a une complémentarité, ils se mettent en plateforme et vous vous asseyez, vous décidez, vous arrêtez. Dans le moment, donc, c'est l'action de la municipalité. Et si la municipalité accompagne, et je pense que c'est quelque chose qui peut prendre, en fait, qui peut rentrer dans le développement durable de la collectivité. Merci. Merci. Merci à vous. Notamment entre les élevages. Merci. Il y a donc effectivement, Atana aussi, des formes de complémentarité entre les élevages et l'agriculture, un peu comme tu l'as montré, Ophélie. Alors, je pense qu'ils sont en plus croissants, compte tenu de la croissance notamment des élevages avicoles qu'on a vu. Et je crois que là, très concrètement, il y a un vrai joli travail de recherche appliquée à faire pour voir comment ont évolué ces relations entre les filières, notamment entre l'élevage avicole et le maraîchage, voire même la riziculture. On sait même que dans la ville, dans les dispositifs OLNA qu'on verra demain, oui, c'est demain, les élevages urbains, les élevages bovins urbains contribuent à la production de compost pour les dispositifs intra-urbains. Juste un petit point concernant les définitions de l'agriculture urbaine sur lesquelles tu as fort bien répondu, Ophélie. Je pense que la première question à se poser, c'est quoi une ville? Et déjà, au niveau mondial, on ne sait pas ce que c'est qu'une ville. Donc, il y a 36 000 définitions, il n'y en a pas une qui... Donc, du coup, ça devient difficile de savoir quelle est l'agriculture qui est reliée à un truc qu'on ne connaît même pas. Mais, sauf cette petite plaisanterie, c'est vrai que la chose importante, c'est qu'en fonction de l'extension de ce truc qu'on ne connaît pas, qui s'appelle une ville, eh bien, forcément, oui, les limites de l'agriculture urbaine, elles évoluent. Et il y a des degrés d'urbanité aussi. Il y a des agricultures qui sont plus ou moins reliées à la ville, en fonction du temps. Donc c'est ça qui en fait l'intérêt, c'est que ça n'est pas fixé du tout, ni dans le temps, ni dans l'espace. Merci beaucoup, madame. Merci. Mais je vais quand même essayer pour synthétiser un peu tout ce qu'on a dit, même si c'est difficile. Donc on a entendu parler que l'agriculture urbaine intègre plusieurs dimensions, politiques, alimentaires, foncières, aménagements, économiques et environnementaux. Et puis,
On a aussi entendu beaucoup parler de l'interaction, interrelation, multi-acteurs, plateformes. Et on a aussi vu que l'agriculture urbaine mobilise plusieurs méthodes, hein, cartographie, on a vu beaucoup de cartes tout à l'heure, la planification, méthode participative, technique d'aménagement, hein, et donc système d'information aussi, indicateurs. Et enfin, il y a quand même des menaces, notamment diminution de l'espace agricole par le mitage, etc., pression démographique. Il y a aussi, on a parlé aussi du problème d'eau, sécheresse, inondations, cyclones, etc., sur l'agriculture familiale. Mais en fait, l'agriculture familiale, ça permet de lutter contre la pauvreté, la résilience, mais ce n'est pas uniquement réservé aux pauvres, et pourquoi pas vous. Ceci termine notre intervention de ce matin. Merci à vous. Et donc, rendez-vous à 13h30 dans la même salle. Merci, mesdames et messieurs, et bon appétit. Nourrir les villes d'aujourd'hui est un défi incontournable face au dérèglement climatique et à la croissance démographique. Comment l'agriculture urbaine peut-elle apporter des solutions? Venez participer aux 2 jours de dialogue et échange avec des acteurs de l'agriculture urbaine en Afrique. Colloque international sur l'agriculture urbaine, les 23 et 24 mars, à l'Institut français de Madagascar.